Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, vous en avez l'habitude, pour nous accompagner, François Codet. Bonjour François. Bonjour Christophe. Président de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble on parle. On va faire un point sur le marché de l'immobilier notamment, et puis ensuite on répondra en fin de séquence à la question de l'internaute sur ce que sont les frais de notaire. Parfait, on va beaucoup parler du coup d'immobilier, de construction, la construction de logements au point mort. Rarement d'ailleurs la crise n'aura été aussi dure. Les carnets de commandes sont vides et nombreux sont les professionnels qui ne peuvent plus faire face. La filière se mobilise et exige un vaste plan Marshall pour relancer les mises en chantier. Dans notre rubrique innovation, nous pousserons les portes d'une boulangerie à Grenoble qui a choisi un statut particulier, celui de SCOP, pour une gouvernance partagée. Enfin, focus sur Remue Ménage, basé à Sassenage. Avec sa marque Big Bros, l'entreprise fête ses 20 ans. Elle est spécialisée dans la brosserie et les ustensiles de ménage. En créant une nouvelle filiale, elle veut accroître son développement avec la production de lavettes en microfibre. Une stratégie assise sur l'atelier textile des Alpes, découverte dans un instant. L'immobilier, un pilier de l'économie qui est en panne. Si sur les 20 dernières années, la production de crédit à l'habitat a connu une période haute entre 2015 et 2022, en 2023 et 2024, elle accuse une chute constante à son niveau le plus bas depuis une dizaine d'années. Les acheteurs sont prudents. Un Français sur deux estime que le moment est plutôt défavorable pour acheter un logement. On constaterait quand même un petit frémissement, François, ces derniers mois. Oui, alors il faut resituer un peu les chiffres. Jusqu'à mars, voire juin 2024, ça a été vraiment un affaissement considérable. Alors nous, on le voit en tant que banquier par la production de crédit immobilier, finalement, qui est un indicateur un peu avancé presque, entre moins 40, moins 50% par région, ce qui est absolument considérable. Il y a eu un léger rebond, on va dire, depuis l'été jusqu'au mois d'octobre même, avec une petite reprise de production. Donc on est remonté un petit peu, mais on est remonté à des niveaux qui restent très très inférieurs à la longue durée. Alors il y a plusieurs explications. Il y a eu la hausse des taux, mais c'est une explication qui est assez discutable. Les taux sont montés, bien plus haut que ce qu'on a connu, mais ils restent historiquement bas. Il faut bien avoir ça en tête, à des taux autour de 3,5, on va dire, aujourd'hui. Il y a quelques années, il faut se rappeler qu'on empruntait, ça fait ancien combattant, mais quand on avait du 6, du 7, on était super content. Donc il y a eu cet effet taux qui a joué un petit peu. Il y a eu les hausses de coûts de l'immobilier qui sont sûrement une des raisons majeures liées à plusieurs critères. Hausse des coûts de la construction pour des raisons, mais on en reparlera dans l'émission, je pense, d'inflation, de coûts des matières premières, de normes environnementales et de faible disponibilité du foncier. Donc tout ça crée une raréfication et une augmentation des prix. Et puis un autre indicateur aussi, qui est la confiance des consommateurs. Faire un achat immobilier à titre personnel, c'est un engagement sur 15, sur 20 ans. Si vous avez des inquiétudes sur ce que seront vos revenus dans 6 mois ou votre fiscalité dans un an, vous avez tendance à attendre un petit peu. Voilà. Donc un marché qui se tend un petit peu, des prix qui montent, une confiance qui baisse, et tout ça, ça fait un marché qui se thrombose. Des transactions qui effectivement régressent, stagnent ou régressent, et régressent ces derniers mois en particulier. Si on fait la comparaison entre l'ancien et le neuf, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors si on fait la comparaison entre l'ancien et le neuf, il y a deux marchés un petit peu différents. Plus de mouvements un petit peu quand même sur l'ancien. Le neuf a souffert notamment des pouvoirs publics qui réorientent les subventions beaucoup sur la réhabilitation et des normes écologiques. Donc c'est la fin
ou la raréfaction, la restriction du Pinel, qui était quand même un grand moteur de la promotion. Alors, en contrepartie, des augmentations, des améliorations des dispositifs de prêt à taux zéro pour la rénovation et puis pour tout ce qui est climatique. Donc, des dispositifs qui ont bien avancé avec ma prime rénov et les éco-PTZ, mais qui sont très, 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 très loin de compenser le manque de construction en France. Il y a quand même 390 000 logements qui ont bénéficié d'une prime rénov, donc c'est pas mal sur les 3 premiers trimestres de l'année. Et sur l'ensemble du territoire. C'est plutôt bien. Sur l'ensemble du territoire, oui, bien sûr. Et alors ça, c'est un peu la limite, c'est qu'il y en a 63 000 seulement sur les 390 000 qui ont fait l'objet d'une rénovation complète. Et on sait que pour que ce soit vraiment efficace, souvent, il faut avoir une vision un peu complète. Le côté un peu pratique, je change mes huisseries, mais de temps en temps, la fuite, elle est au plafond, elle est au sol, elle est ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un des sujets qu'il faut encore travailler. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, elles ont été bien ciblées, parce que 75% de ces primes rénov, elles sont sur des logements qui étaient classifiés F ou G, qui sont ces fameux logements invendables ou inlouables dans quelques années. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on espère des augmentations vraiment de production des prêts à taux zéro et des éco-prêts à taux zéro pour 2025. Bon, en plus, les taux d'intérêt sont un petit peu remontés, ce qui fait que l'intérêt marginal du prêt à taux zéro est d'autant plus fort. Donc ça pourrait être un des leviers. Un des sujets quand même qu'il faut traiter, c'est la complexité de tous ces dispositifs. Un particulier qui veut faire isoler correctement son logement, c'est un peu un parcours du combattant pour trouver toutes les subventions, les financements. Donc là, nous, en tant que banquiers, mais aussi les promoteurs, je pense que toute la filière, il faut qu'on se mette ensemble pour proposer des choses un petit peu packagées. Ça, c'est pour l'ancien, sur le neuf, du coup ? Sur le neuf, la baisse de production, elle est considérable. Il y a plusieurs étapes dans le neuf. Il y a les ventes. Les ventes de logements neufs, elles sont sur un an en chute de 12%, mais sur une année 2023 qui était déjà basse. Donc ça, c'est les ventes. Il y a les mises en vente, ça c'est autre chose, c'est ce que les promoteurs mettent sur le marché. Donc là, on est à moins 38% parce qu'il y a des stocks. Et il y a des promoteurs qui nous disent aujourd'hui, on a des produits, mais vu les conditions de marché, on ne les met même pas sur le marché tout de suite, on les mettra peut-être un peu plus tard. Et puis il y a les mises en chantier, qui sont en baisse suivant les régions, mais au niveau national d'un peu plus de 20%, qui s'expliquent aussi parce que tant que les promoteurs ont des stocks, d'abord, ils ne vont pas forcément mettre des nouveaux produits sur le marché alors qu'il y a des stocks. Et puis un promoteur, il investit de l'argent, des fonds propres, il fait son projet, il le vend, récupère un peu de son argent et il en génère un nouveau. Mais tant qu'il n'a pas sorti ses programmes, d'abord parce qu'il n'y a pas de marché, mais aussi parce qu'il a moins de fonds propres disponibles, et il attend. Donc, et ça veut dire qu'avec une mise en chantier à moins 20% aujourd'hui, c'est les ventes dans 2 ans, dans 3 ans. Donc on voit bien que la sortie du tunnel sera probablement un peu longue. Bon, sur le marché immobilier quand même, on va essayer de positiver un peu. Le moral des Français semble repartir un peu à la hausse. Il semble un peu remonter. On était à peu près un Français sur 2, ce que vous disiez tout à l'heure, qui pensait que ce n'était pas le bon moment. Les derniers chiffres, mais qui datent de mi-2024, montraient un optimisme qui s'améliorait un peu ou un moindre pessimisme. Je suis en toute transparence pas sûr que si on refaisait l'étude aujourd'hui, dans le contexte politique, géopolitique où on est, je ne suis pas sûr qu'on n'aurait pas eu une petite rechute. Et j'y reviens parce que je crois que c'est un des sujets clés. Il y a les coûts de construction, et on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi un investissement de long terme, le logement, que ce soit d'ailleurs pour les investisseurs propriétaires ou pour les investisseurs occupants. Un investissement de long terme, ça passe par de la confiance dans l'avenir. Et je crois que c'est un des facteurs sur lesquels on a un vrai sujet. Ouais, c'est un marché qui réagit avec une certaine inertie, en fait. Oui, c'est à la fois le bon côté, c'est que ça ralentit un peu moins vite souvent. Et puis il y a toujours, c'est très intéressant quand on interroge les jeunes, la tranche des 25-35 ans, quels sont leurs grands projets de vie. Et être propriétaire, c'est toujours un grand projet de vie. On a 75 à 80% des jeunes qui nous disent, et quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, on pourrait penser que la jeune génération, ça ne s'intéresse plus du tout. En fait, c'est pas vrai. Par contre, ils sentent pas que ce soit le moment encore de passer à l'acte. Voilà. Ce qui est rassurant, il y a 2 choses, je crois, rassurantes, c'est qu'il y a une envie d'être propriétaire. Et puis, ça fait des années que la France ne produit pas assez de logements et que, donc, à un moment donné, moi, je pense que sur un marché quel qu'il soit, quand il y a une demande, à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait une offre.
Voilà qui ravit nos invités qu'on va retrouver dans un instant. Merci en tout cas François pour rester un peu positif. Donc on comprend que la baisse du marché a tendance à ralentir et qu'on va tout doucement vers au moins une stabilisation. Et précisément, on continue de parler d'immobilier et plus largement de construction de logements, de rénovation de logements. On a entendu que le secteur devait faire face à un sérieux ralentissement d'activité. La filière tout entière se mobilise pour demander une véritable stratégie globale afin de relancer les mises en chantier. Certains professionnels n'hésitent pas à parler d'un véritable plan de sauvetage nécessaire. Avec nous pour en parler, Bertrand Converso, bonjour. Bonjour Christophe. Président de la Fédération du BTP en Isère. Stéphane Duport-Rosan, bonjour. Bonjour. Vous représentez APSIS, c'est-à-dire l'association des bailleurs sociaux dans le département, et vous êtes directeur général d'Actis, un bailleur social bien connu sur la métropole de Grenoble. Et Guillaume Trignat, bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous, promoteur bien connu là aussi, et vous représentez la Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes. Merci à vous trois d'être avec nous pour parler de cette conjoncture. D'abord un mot sur cette mobilisation de tous les acteurs du secteur au sein d'une alliance pour le logement. Bertrand, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors suite au constat, et merci pour le constat qui est éloquent sur la situation du logement en France, et notre territoire d'Isère n'échappe pas à cette situation nationale. Les chiffres sont à peu près similaires, hein. On réagit plus ou moins en avance ou un peu plus tardivement sur le national, mais on est pratiquement dans les mêmes chiffres, les mêmes tendances de fond. Alors l'alliance, oui, alors c'est une première, l'alliance. Alors il y a eu une déclinaison nationale, puis régionale, et maintenant en local depuis le 4 octobre. Donc tous les acteurs du logement ont décidé de parler d'une seule voix sur la problématique du logement et de la mobilisation autour de ces problématiques-là. Bon, il faut dire que quand on parle de filière, on n'imagine pas le nombre de métiers, d'entreprises que ça peut représenter. Oui, uniquement l'Alliance donc regroupe la FBTP, la Fédération des promoteurs, la FNAIM, APSIS qui représente les bailleurs sociaux, les architectes, les notaires également, les bureaux d'études et sans oublier aussi la FNAIM. Les agents immobiliers aussi. Alors il faut dire que le logement constitue un acteur stratégique de l'économie dans le pays, mais pas uniquement de l'économie. Hein. Quand on regarde de très près, eh bien, c'est aussi de l'emploi, de la cohésion sociale, de la transition écologique, on en a parlé, et même de la fiscalité. Tout à fait. Oui, le ruissellement lié au logement, à la construction de logements, est énorme. 1 euro investi dans le logement, c'est 2,3 euros qui rentrent directement dans les caisses de l'État. Quand on connaît l'état des finances de notre pays, je pense qu'il faut prendre en considération le logement. Alors on disait que, globalement, on était en crise. Certains évoquent une crise d'ailleurs qui n'a pas été connue depuis une vingtaine d'années. Oui, là aussi, les chiffres, malheureusement, sont éloquents. Si je prends les chiffres du logement social, il y a 5 ans en arrière, on finançait 120 000 logements nouveaux par an. En 2023, on a atterri à 82 000 logements annuels. Et ces chiffres au niveau territorial sont également en baisse. On voit bien que la crise, elle est nationale, c'est une crise sociale, parce que le logement, c'est un bien de première nécessité. C'est comment loger la France telle qu'elle est. Et aujourd'hui, on voit que le parcours résidentiel, que ce soit l'accession, que ce soit le locatif, est gelé. Expliquez-nous ce terme de parcours résidentiel, parce qu'on comprend bien, là encore une fois, le ruissellement ou l'absence de ruissellement. Ben voilà, c'est l'évolution au fil de la vie. On parlait des jeunes tout à l'heure, donc on a des jeunes actifs ou des étudiants qui ont besoin de se loger. Et bien souvent, la première porte, ça peut être le logement social, et puis après, on va vers d'autres profils au rythme de la vie. Et puis on a aussi inversement des seniors qui sont parfois en maison individuelle, puis qui à un moment donné, à l'approche de la retraite, nouveaux projets de vie, des ressources qui se réduisent et qui vont chercher du locatif également. Voilà, donc aujourd'hui on voit bien que c'est tout le parcours. On a des projets avec des promoteurs, on a des projets avec l'ensemble de la filière du logement. Et aujourd'hui on a une chaîne qui est enrayée. Guillaume, pour les promoteurs, c'est le même constat, on ne construit plus ? On ne construit plus et surtout on n'arrive plus à produire des logements qui correspondent aux attentes des ménages d'un point de vue budgétaire. On est vraiment dans un blocage complet du système et on n'a aucune solution pour réussir à décoincer ce problème. Bertrand Converso, ça veut dire quoi quand on dit qu'une filière est en crise ? Ça veut dire concrètement que des entreprises mettent la clé sous la porte ? Alors, heureusement, nous ne sommes pas encore là. Même si le BTP en Isère, il y a 300 défaillances d'entreprises depuis le début de l'année en Isère,
Par contre, les acteurs principaux de la construction sont mis à mal par cette crise. On est sur du temps long, la construction. On le répète souvent, un chantier de construction entre l'idée de la construction et la mise en chantier et la réception, il se passe bien souvent 3, 4, 5 années. Donc, si rien n'est fait très rapidement, en fait, c'est toute la chaîne, tous les acteurs de la construction qui seront impactés. Tous les acteurs, ça veut dire jusqu'aux architectes, jusqu'aux bureaux d'études, ça veut dire... Alors, les architectes, bureaux d'études, c'est l'amont de la filière. Si vous voulez, eux, déjà, sont dans le dur d'ores et déjà et pensent licencier les personnes dès le début de l'année. On a vu des bureaux d'études déposer le bilan récemment, des architectes aussi, et des promoteurs également. Donc, le début de chaîne, entre guillemets, est impacté frontalement et très durement. Alors ensuite, il y a le gros œuvre qui, du coup, lui, a encore un peu de travail, mais on peut imaginer que ça puisse aller jusqu'au plaquiste, jusqu'au carreleur, cette crise. Ah oui, la chaîne de la construction, les 18 mois du temps de construction, en fait, tout le monde est touché à son tour dans l'ordre chronologique de construction des travaux. C'est pour ça qu'en fait, sur les sujets de logement, on voudrait tirer la sonnette d'alarme en fait, sur la production et sur le manque de logement. Parce qu'en fait, ce qui est complètement ahurissant, c'est qu'il y a un besoin, une demande. On a des locataires qui voudraient être propriétaires, on a ce parcours résidentiel qui est complètement bloqué. Quand j'entends, moi, une étude nationale qui nous fait remonter le chiffre de plus de 24% des jeunes diffèrent le projet d'avoir un enfant, faute de logement décent ou de logement pour pouvoir accueillir une seconde personne dans la famille. C'est aberrant. On nous parle de réarmement démographique de la France. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose sur cette problématique de logement. Bon, enfin, la conjoncture économique n'explique pas tout non plus. Par exemple, on sait que c'est de plus en plus difficile maintenant d'obtenir un permis de construire, enfin de déposer des permis de construire, de négocier les permis de construire et de les obtenir au final. Je pense qu'on a un problème sur l'attrait du logement, l'attrait du bâtiment qui s'est installé petit à petit dans notre pays. Et il faut redonner effectivement l'envie aux collectivités de produire du logement, peut-être en leur donnant plus de moyens, d'ambition, de projection sur ce que ça peut leur apporter. Il faut vraiment que le bâtiment redevienne quelque chose de primordial dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, l'acte de construire est vu comme quelque chose de négatif et souvent comme un apport de problème. Et on oublie tout ce que ça peut apporter comme solution. Le temps pour voir aboutir un projet a doublé quasiment. Alors aujourd'hui, auparavant, le temps de chantier était plus long que le temps de production. Aujourd'hui, le temps de production est beaucoup plus long que le temps de chantier. Des opérations, pour être montées, habituellement mettent au moins 5 ans, et ça peut aller jusqu'à 10 ans, 15 ans. Donc forcément, quand on prend une décision de développer une opération il y a 10 ans, il n'y avait pas eu de Covid, il n'y avait pas eu de guerre en Ukraine. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec un temps aussi long, adapter des produits à la situation actuelle? C'est impossible. Bon, également en cause quand même le coût de la construction. Les matières premières ont flambé, enfin, c'est aussi un enjeu important. C'est ce qui a un peu, on va dire, catalysé et déclenché toute cette crise. C'est la guerre en Ukraine et puis l'inflation qui a suivi. Et du coup, on est arrivé à un coût de logement qui est devenu en inadéquation complète avec les revenus des ménages. Donc il faut effectivement qu'on ait un soutien de l'État. Et alors il le fait un petit peu avec le prêt à taux zéro, mais en contrepartie, ils ont annulé certaines lois, comme la loi Pinel, qui a amené 30 à 40% de logements et de production. Sans soutien de l'État, on ne pourra pas réussir à loger les gens. Cette aide à la pierre, elle est d'autant plus importante pour le logement social. On entend souvent dire que, précisément, les aides à la construction du logement social ont quasiment fondu. Ouais, vous venez d'évoquer effectivement la durée des chantiers. On sait que c'est du long terme. Donc on a besoin aujourd'hui d'avoir des règles du jeu qui soient stables et qui soient pluriannuelles. On parlait des aides à la pierre. On a eu en 2023 un accord du gouvernement pour accélérer la transition environnementale et multiplier les chantiers de rénovation thermique. C'était 1,2 milliard octroyés aux bailleurs sociaux au niveau national. Malheureusement, cet été, face aux difficultés budgétaires, Bercy a gelé, sans consultation, sans concertation. Et quand on dit 1,2 milliard, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont investis dans l'appareil de production, là en l'occurrence de rénovation. Et on sait que la rénovation, c'est de l'emploi local, c'est du pouvoir d'achat qui est redonné aux habitants. Et puis, on répond aussi à la crise environnementale, c'est-à-dire qu'on va baisser le coût des énergies, baisser la consommation des énergies. Et c'est important pour la planète. Et important aussi socialement, puisque ce sont des charges en moins pour les locataires. Pouvoir d'achat, tout à fait. Donc tout ça, effectivement, se tient, est assez cohérent. Alors, venons-en aux demandes de votre fameuse alliance. Bertrand Converso, je disais que vous souhaitiez un véritable plan Marshall. Tout à fait. Si on veut remédier à ces problématiques dans un temps assez réduit, il faut vraiment prendre les choses en main. Et on a appelé plan Marshall, vous l'appelez plan logement, comme vous voulez.
Je rebondis sur les propos de Guillaume sur le coût de construction. Nous, ce qu'on demande à la FBTP, c'est une pause réglementaire. Il y a une frénésie de réglementation qui fait que renchérir le coût de la construction. Et malheureusement, les clients finaux, que ce soit locataires ou propriétaires, ne peuvent plus se payer le coût au mètre carré de construction que représente le complexe réglementaire. Quelques exemples, de ces normes qui viennent vous assommer régulièrement ou qui évoluent trop vite pour qu'on puisse s'adapter. On sort tout juste de la RE 2020. On est en train de digérer la RE 2020 parce que c'est vraiment une digestion qui est assez rapide. C'est une réglementation environnementale. Réglementation environnementale de l'année 2020. On nous parle déjà de RE 2025. Et c'est là où je vais tirer la sonnette d'alarme également, c'est que beaucoup d'acteurs locaux, des mairies, des métropoles, sur tout le territoire, imposent d'ores et déjà aux promoteurs et aux bailleurs de prendre en compte la RE 2025, même avec des critères même beaucoup plus compliqués. Donc, à quelque part, on ne va pas dans le bon sens pour moi, parce qu'on va freiner une fois de plus la production de logements. À vouloir trop bien faire, en fait, on ne produit plus rien. Alors, un allègement des contraintes réglementaires, j'entends bien. Il y a également la demande du statut de bailleur privé, précisément pour compenser la fin du Pinel, c'est ça ? Exactement. Alors, c'est une demande de la Fédération des promoteurs qui commence à dater un petit peu maintenant. L'idée étant d'encadrer toutes les personnes qui investissent dans le logement et qui louent à des particuliers pour avoir un statut réglementé qui puisse leur permettre d'investir sereinement dans l'avenir et de se projeter dans cet investissement qui est pour eux un achat sur 15, 20, 25 ans. Ça, c'est essentiel, ce statut de bailleur privé qui, finalement, permettrait de compenser fiscalement la fin du dispositif Pinel, qui est un dispositif fiscal pour les investisseurs. Il pourrait prendre le relais du dispositif Pinel. C'est également une chose qui est réclamée par la Fédération française du bâtiment depuis de nombreuses années. En fait, 30% des gens sont logés dans du parc privé. Donc, on n'est pas là pour opposer logement social, logement privé. Il faut en fait agir sur toutes les sources de logement pour arriver à répartir ce besoin. Bon, il y a également cette fameuse règle de la densification, mais qui n'est pas très, très populaire. Alors, on parle beaucoup de la loi ZAN, la zéro artificialisation nette des sols, qui oblige à économiser les surfaces foncières, mais du coup, qui oblige à densifier. Ça, les collectivités locales sont toujours très frileuses là-dessus, sur ces questions-là. Elles sont frileuses parce que le phénomène not in my backyard qui existe et les gens sont conscients qu'il faut construire, pas dans mon jardin. Alors, il faut construire pas à côté de chez moi, mais il faut construire, si possible, un peu plus loin. Effectivement, si on veut consommer moins de terre, et c'est tout à fait justifié, et continuer à loger les gens, la solution, c'est de monter en hauteur. Il n'y en a pas d'autre, à moins de s'enterrer. Mais je pense que le mieux, c'est comme de monter, d'avoir un peu de vue. Et le problème de densification, elle est réelle parce que ça pose un problème pour les gens qui forcément ont des maisons à côté, et qui ne comprennent pas ce phénomène et qui le font ressentir dans les urnes tout de suite. Et du coup, le problème devient politique. Alors, juste sur la densification, il y a aussi des collectivités qui nous disent si je donne des autorisations, j'augmente ma population. Si j'augmente ma population, il faut une école, il faut une crèche, il faut une piscine. Enfin, il faut des infrastructures liées à la population. Et les budgets des collectivités locales étant ce qu'ils sont, c'est encore un frein de plus sur ce sujet-là. On voit bien les nombreux freins. Les collectivités sont aussi, vous l'évoquiez, bientôt il y aura des élections qui vont approcher. Et ça, généralement, les chefs d'entreprise apprécient assez peu ces périodes. Oui, si vous voulez, sans être trop pessimiste ou trop optimiste, on ne voit pas une amélioration avant fin 2026, au vu du calendrier électoral qui est devant nous dans ces futurs mois. Il y a une demande particulière des bailleurs sociaux aussi, je suis en train de voir, c'est le retour à une TVA de 5,5%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on construit du logement social, la TVA rapporte plus de 5,5% à l'État ? En fait, on a eu toute une série de mesures budgétaires dès 2018, à la fois la réduction de loyer solidarité, à la fois la hausse de la TVA, qui sont venus mettre à mal le modèle économique des bailleurs sociaux. Alors que la demande n'a jamais été aussi forte, les chiffres aujourd'hui en matière de construction baissent. Et ce qu'on demande justement, c'est de revenir sur ces mesures. Comme on le disait tout à l'heure, le logement dans toute sa chaîne est créateur de valeur, parce que derrière, ça crée des recettes fiscales, ça permet de lutter contre le chômage. Donc on a vraiment un facteur qui est positif pour le PIB de notre pays. Pardon, mais un point aussi, sur lequel, qu'on a peu évoqué, que vous avez évoqué un peu en travers, c'est il y a un sujet quand même d'égalité des chances. Moi, je vois dans la région lyonnaise, mais aussi à Grenoble, où on a parlé, des jeunes qui passent des concours pour avoir une école d'ingénieur ou une bonne école de commerce et qui ne viennent pas parce que le logement coûte trop cher.
Donc c'est aussi un des autres aspects de lien social du logement. Et je ne parle même pas des gens qui travaillent dans les zones tendues, dans le bassin de Gex, etc. Donc voilà, dans le pays de Gex, pardon. Donc il y a aussi vraiment ce côté social et sociétal d'égalité des chances par le logement. Et puis des nouvelles compositions familiales l'ont longuement évoqué. Mais c'est à la fois un sujet très économique, bien sûr, mais c'est aussi un sujet très social. Oui, c'est ce qu'on comprend bien avec vos témoignages. C'est qu'on n'est pas uniquement sur la question de la vie des entreprises, de vos entreprises. On est bien sur un sujet sociétal très très global. Il y a quand même des espoirs, des lueurs d'espoir là dans les mois qui viennent. Alors oui, on est toujours optimiste de nature dans la construction, dans le monde du logement. On comprend bien qu'on n'aura pas de décision gouvernementale dans les mois à venir. Par contre, c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur le local, en fait. Et c'est le but aussi de l'Alliance en local, de discuter avec tous les acteurs au quotidien, que ce soit les représentants de l'État aussi sur le territoire, pour arriver à trouver des solutions. On nous parle de ZAN, qui est un frein aussi à la construction. On nous parle aussi de dérogation à la ZAN. Donc, et qui peut déroger ? La préfecture. Donc, vous voyez, il faut qu'on travaille tous ensemble, qu'on remonte et qu'on tisse et qu'on tire la pelote de laine pour arriver à trouver tous des solutions en local, parce qu'il faut rien attendre du national pour l'instant. Non, mais on se doit de rester combatif. On a parlé de la surélévation, c'est innovant. On pourrait parler de la transformation de bureaux en logement. Là aussi, c'est un outil qu'il faut exploiter. On a l'obligation de réussir. On le sent bien. En tout cas, merci de vos témoignages qui nous montrent bien toutes les incidences sur la filière, mais pas uniquement sur la filière, bien au-delà. Bertrand Converso, Stéphane Duport-Rozan et Guillaume Trignac, je vous remercie de vos témoignages. À Grenoble, la boulangerie Le Pain des Cairns fête ses 10 ans. Si dans les vitrines on trouve des produits plutôt classiques, des pains, des gourmandises bio, c'est dans son statut que ce commerce est particulier. Ouvert en 2014, il a rapidement choisi de devenir une SCOP, une société coopérative de production. Le principe est simple, l'entreprise appartient à celles et ceux qui y travaillent. La gouvernance est partagée. Reportage. 10 associés, 5 salariés. Et pourtant, il n'y a pas de patron au Pain des Cairns. Cette boulangerie grenobloise a un statut de SCOP, Société coopérative de production, avec une gouvernance partagée. Un statut qui lui confère quelques spécificités. Être associé dans une SCOP en gouvernance partagée, ça nous permet de prendre part à toutes les décisions de l'entreprise et de décider de ce qu'on veut faire de cette entreprise-là dans les années qui arrivent. Donc c'est vraiment ça qui est important pour nous, c'est que ce soit collectif dans notre vision de l'entreprise. Les associés se répartissent aussi les tâches administratives, que ce soit la gestion des plannings, celle des stocks ou encore les finances de la structure. Une partie qui, elle aussi, s'éloigne des schémas classiques. Quand l'entreprise SCOP a été créée, la part valait 100 €. Elle vaut toujours 100 €. Et même si l'entreprise a doublé, triplé, quadruplé de volume, on repartira quand même à la fin, si on part, avec une part de 100 € et le nombre de parts qu'on a mises. Moi, je trouve que ça change vraiment beaucoup d'une entreprise classique, tout simplement parce que c'est pas capitaliste comme structure. C'est-à-dire qu'on va se répartir quand même le bénéfice de notre entreprise, mais pas en se rémunérant sur la part sociale, mais plutôt en se partageant le bénéfice de l'année entre les associés et aussi les salariés. Mais attention, pour que cela fonctionne, chaque acteur de l'entreprise doit se former à la gouvernance partagée. Une formalité qui, à terme, apporte beaucoup. En fait, on est beaucoup plus adaptable qu'une boulangerie classique parce qu'on n'a pas besoin de faire remonter l'information à une tête pensante ou à un patron qui ensuite prendrait une décision et l'appliquerait. On peut prendre des décisions ensemble, les voir parce qu'on est sur le terrain et du coup prendre des virages selon nos envies, nos besoins et l'envie de la clientèle aussi. À cela s'ajoute une meilleure répartition des bénéfices avec des salaires supérieurs à la moyenne du secteur, mais aussi des semaines de travail allégées de 32 heures. Et bien sûr, le principal... C'est une entreprise qui fonctionne, on vient de dépasser le million de chiffre d'affaires cette année à l'exercice comptable. On est 15 à bosser, 10 associés et le reste de salariés. Voilà, et qui ont vocation à monter associés aussi. Le Pain des Cairns fait partie d'une des 4500 SCOP que compte la France. Des structures de plus en plus nombreuses remettant en cause la domination patronale et les schémas classiques d'organisation en entreprise. Le Pain des Cairns, c'est rue Abbé Grégoire à Grenoble. Alors on précise que dans une SCOP, les associés détiennent au moins 51% du capital social et 65% des droits de vote. Et qu'il existe aussi des SCOP d'amorçage. Elles permettent de favoriser la reprise d'une entreprise par ses salariés et peuvent alors temporairement accueillir des associés non coopérateurs.
Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, une question de Sylvie qui veut avoir des précisions sur ces fameux frais de notaire qu'on paye quand on achète un bien immobilier. Oui, alors on va rendre à César ce qui est à César. Les frais de notaire, c'est pas pour les notaires. En fait, il faudrait mieux appeler ça des impôts ou des taxes, puisque et juridiquement, on parle plutôt de droits de mutation. Donc, des droits de mutation, c'est les droits qui sont versés à l'État et aux différentes collectivités locales lors de l'achat d'un bien. Ils sont de l'ordre, suivant les régions, de 5 à 7% de la valeur du bien quand c'est un bien ancien, et de 2 à 3% quand c'est un bien neuf. Donc, c'est vraiment des taxes diverses et qui font vivre les collectivités, ce qui explique d'ailleurs que certaines collectivités sont un peu en difficulté. Au moment où il y a moins de transactions, elles encaissent moins de droits de mutation. Les honoraires du notaire, et non pas les frais de notaire, les honoraires du notaire, ils sont de l'ordre de 0,8 à 1% en moyenne du prix de la transaction. Donc voilà, la confusion, malheureusement pour les notaires, les frais de notaire ne sont pas pour les notaires. Eux, ils touchent des honoraires qui sont bien moindres. Et puis après, il y a quelques frais divers, des frais d'actes, de documents administratifs, d'enregistrement au greffe et aux hypothèques diverses, et puis de publicité foncière. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que grosso modo, l'ordre de grandeur, c'est 7-8% sur un bien ancien, 2 à 3% sur un bien neuf, et que là-dessus, il y a 1% seulement, entre guillemets, qui va au notaire. Bon, droit de mutation et pas frais de notaire. Exactement. Merci François. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Saviez-vous qu'il se vend chaque année en France pour 30 millions d'euros de serpillères et 130 millions d'euros de balais? Les accessoires de ménage représentent un marché considérable. Et tout près de Grenoble, une entreprise s'est mise en tête de dépoussiérer ce rayon dans vos supermarchés. Le bien nommé Remue Ménage fête ses 20 ans et veut franchir un nouveau cap, en particulier dans le monde de la microfibre. On en parle avec Cécile Mancret-Damers. Bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes présidente de Remue Ménage. La marque qu'on connaît et qu'on voit en supermarché, c'est Big Bross, un spécialiste de la brosserie de ménage depuis 20 ans. Oui, c'est ça. En fait, on commercialise dans le rayon des magasins de grande distribution alimentaire, bricolage, l'ensemble des accessoires qui vont vous permettre de rendre votre maison étincelante. Et ça fait un catalogue qui est considérable, près de 250 références, c'est ça ? Oui, parce qu'on va du balai au seau, à la microfibre, aux serpillères, à la brosse adhésive. Enfin bon, voilà, c'est tout un tas de produits pour rendre votre intérieur propre. Et une entreprise, du coup, qui est en plein développement, on va le voir dans cette émission. Remue Ménage est installé à Sassenage. Vous avez récemment aussi créé une filiale, Atelier Textile des Alpes, qui est à Moirans. Oui, c'est un projet de relocalisation qui me tenait à cœur. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie de retrouver de la fabrication, puisque familialement, j'avais un père qui avait une entreprise à l'époque bien connue de fabricant de balais sur Grenoble. Et donc, j'avais envie de retrouver cette expérience industrielle. Je ne voulais pas reproduire nécessairement le modèle familial. Et notre expérience de produits a fait que la relocalisation de confection d'articles en microfibre était quelque chose de pertinent. Donc voilà, sur un modèle, j'aime pas trop le dire, mais sur un modèle de start-up, puisqu'on a développé un tout nouvel outil de production. C'est assez valeureux, du coup, de relocaliser ce type de production, qu'on imagine évidemment très concurrentielle. Valeureux, courageux, risqué. Bah ouais, on peut le dire. Oui, c'est pas simple, parce que ça veut dire prendre un modèle de production où aujourd'hui tout se fabrique principalement en Chine. Très clairement, et arriver à monter un modèle économique qui apporte une valeur ajoutée par rapport à des produits qu'on va acheter à bas coût en Chine, tout en intégrant l'ensemble des contraintes. J'en ai entendu parler sur le bâtiment, mais on pourrait avoir exactement le même débat concernant notre industrie et nos produits. Donc c'est d'arriver à monter un modèle économique pertinent et qui soit intéressant pour le consommateur et pour notre acheteur. Avec une vraie valeur ajoutée, et on va parler de tout ça. On va d'abord découvrir votre univers avec ce reportage.
Des brosses, des balais, des pelles, des seaux, l'entreprise iséroise Remue Ménage se place comme un indispensable pour vos corvées ménagères. Notamment avec sa marque Big Bros qui s'inscrit dans une démarche écologique. Nous, on s'est beaucoup attaché au travail sur la réduction des emballages et à commencer déjà par des emballages plus responsables, supprimant les plastiques dès que cela était possible. Le client, il va choisir et sélectionner ses produits la plupart du temps en les touchant. Et le fait qu'ils ne soient pas en plastique les rend facilement accessibles. Il va pouvoir se rendre compte de la dureté des fibres, de la surface de balayage. Le client pourra donc faire le tour des 250 références que compte la marque, en particulier de ses produits phares en microfibre, des textiles nettoyants de haute qualité. La qualité, c'est l'épaisseur et la densité de la microfibre qui fait que nos produits sont particulièrement absorbants et la microfibre simplement utilisée à l'eau claire a des pouvoirs de dégraissage naturel. Avec en plus une durée de vie très longue et dans une volonté de relocaliser la production en France, l'entreprise a confectionné une machine dans le but d'automatiser la découpe et le pliage de ses produits en microfibre. Et ce, non sans difficulté. C'est facile d'avoir une idée, c'est moins facile de développer la machine qui va derrière. Parce que le textile, ça reste un produit vivant. On maîtrise la partie automatisme, partie déplacement de mouvement, partie programmation, conception. Mais ce qu'on maîtrisait moins, c'était la partie phénomène aléatoire dans le tissu. Donc le fait de comment le tissu allait se comporter en adaptant un process industriel à celui-ci. Donc c'est toute la difficulté. 2 ans et demi de design et 1 an de développement plus tard, la machine devrait être opérationnelle en fin d'année. De quoi ouvrir les perspectives de Remue Ménage. On développe cette nouvelle activité qui à la fois va concerner donc en fait les accessoires de ménage, qui est l'activité qu'a Remue Ménage depuis le démarrage, puisqu'on fait déjà des balais, des seaux, etc., mais qui a également pour ambition d'aller vers d'autres marchés. On est en train d'en voir le bout tout doucement. Donc je compte faire de cette entreprise on va dire une belle industrie dans les années qui viennent. Une belle industrie. Alors on comprend bien effectivement l'esprit start-up dont vous parliez. La belle industrie, l'objectif c'est d'atteindre les 10 millions d'euros dans les 4-5 ans qui viennent, c'est ça ? Oui, exactement. On a à la fois rencontré nos marchés et rencontré, entre guillemets, l'attente de la grande distribution alimentaire et bricolage qui est de plus en plus en recherche de produits de conception et de fabrication française. Voilà, donc ça, c'est un point important. Et par ailleurs, également aller chercher de nouveaux marchés, puisqu'à partir du moment où on fait de la découpe de microfibres, on peut potentiellement aller chercher du marché de linge de maison, etc. Donc ça, c'est une phase de développement possible, le linge de maison. C'est une phase de développement possible. Pour l'instant, on est dans le démarrage, donc on ne va pas s'emballer. Mais oui, on sait qu'il y a des perspectives qui sont vraiment intéressantes, et d'autant qu'on est sur un marché de biens considérés comme des besoins essentiels. Donc voilà, il y a de quoi faire, il suffit d'avoir les bonnes idées et d'arriver à les mettre en application. Bon, en tout cas, là, la phase de développement est bien embrayée, on va y revenir. Avant cela, un rayon ménage a dépoussiéré, et on le voit, là, le design de ces produits évolue beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses qui évoluent. On assiste depuis le Covid, mais bon, je pense que c'était déjà un peu avant, mais le Covid a été un accélérateur avec l'augmentation des prix des matières premières, etc. Sur notre marché, on assiste à une baisse assez considérable de la qualité des produits, y compris des accessoires de ménage, pour arriver à maintenir des prix bas. On a pris un chemin complètement différent chez Remue Ménage en disant on veut absolument maintenir la qualité des produits. Et ne serait-ce que par souvenir de mon cher père, pour arriver en fait à produire des articles non pas avec des prix bas, mais avec un bon rapport qualité-prix. Donc ça nous amène à travailler à la fois sur le produit en lui-même en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir la qualité du produit. Ça veut dire qu'on va abandonner
d'autres choses. Je vais vous donner un exemple tout bête sur un manche à balai qui est verni. Le vernis sur un manche à balai en bois, ça ne sert pas à grand-chose. Alors ça, on essaye de lutter avec nos clients. C'est pas toujours facile, mais parfois on y arrive. Et puis, on essaye de travailler. Et ça, c'est un gros chantier qu'on a démarré en 2020 et qui est terminé. Et notre directrice marketing l'évoquait dans le reportage, de supprimer l'ensemble des emballages. Alors, on a une première phase qui a été de supprimer les emballages plastiques. Et on a été les premiers à faire ça dans notre métier. Vous imaginez que sur les millions d'articles qui se vendent, ne serait-ce que si toutes les industries qui sont dans des produits comme nous faisaient la même chose, on ferait un petit effort pour la planète et pour des emballages qui terminent à la poubelle. Et ensuite, c'est d'arriver effectivement à maintenir la qualité des produits en contrôlant aussi les matières premières qu'on met dedans. Ça n'a pas l'air comme ça, c'est un métier très technique. Puisqu'on a affaire à plusieurs industries, que ce soit des industries d'injection, des industries textiles, métal, bois, etc. On va revenir un peu sur Atelier Textile des Alpes, donc cette filiale que vous avez créée il y a maintenant 2 ans, donc qui est installée à Moirans. On en voit quelques images ici. L'objectif, c'était d'intégrer précisément les opérations de découpe, la confection, l'emballage de ces fameux produits textiles, c'est ça ? Oui, donc le rouleau, très clairement, de microfibre arrive d'Asie, puisque de toute façon, on n'a pas de fabrication de ce type de produit en Europe, ou si quelqu'un le fait, qu'il se déclare, ce que je n'en ai pas trouvé malgré mes recherches. Donc le rouleau arrive, mais après, il faut le traiter. Voilà, le rouleau arrive, mais après, il faut le traiter. Alors déjà, quand même, première étape hyper importante, c'est que nous, on est présent avec notre filiale en Asie depuis 13 ans. Donc on a une vraie collaboration de sous-traitance avec l'entreprise qui fabrique ces rouleaux sous un certain nombre de, on va pas dire de contraintes, mais sur un cahier des charges qui est extrêmement précis. Et ensuite, on a l'ensemble des opérations de découpe, de pose d'étiquettes, d'emballage. Et on est allé même plus loin, puisqu'on a intégré la partie packaging en interne pour éviter d'avoir à faire fabriquer des packaging par 10, 20, 30 000. C'est-à-dire qu'on est capable de s'adapter, entre guillemets, au nombre de pièces sur les emballages et sur les impressions étiquettes qu'on va faire. Ça, c'est important parce que vous parliez de valeur ajoutée, précisément. Les cartonnettes qu'on peut mettre sur les produits, vous les imprimez vous-même, vous imprimez même certains tissus. Oui, c'est ça. Donc en fait, le tissu arrive, on va le découper donc en fonction de différentes formes et de l'attendu du cahier des charges de notre client. On va également donc imprimer l'étiquette produit puisque donc on est obligé de mettre un G-code, etc., une compo produit. Et on a également donc la cartonnette et le carton qui permettent d'avoir un produit qu'on appelle OEM pour le client, c'est-à-dire un produit confectionné spécifiquement pour le client, voilà, et ses demandes. Bon, ces solutions d'emballage, elles sont évidemment imprimées sur place, du coup, à Moirans. Exactement, et à la fois sur de la petite et de la grande série. Bon, c'est un investissement important, on le voit dans le reportage, là, cette machine qui va entrer là en fonctionnement en fin d'année 2024, on imagine, alors vous évoquiez précisément ce modèle start-up, donc il y a de l'innovation aussi dans l'entreprise. Oui, parce que c'est une machine qui n'existait pas. Donc, on a eu la chance de collaborer avec donc une société qui est implantée donc sur le bassin isérois, donc qui nous fait ce développement d'outils industriels, qui est très long à faire. Puisqu'on est parti clairement from scratch en fait. Donc voilà. C'est 2 ans de mise au point finalement. Et je pense qu'il y en a encore pour. Là, on est dans la phase de livrer, entre guillemets, une machine qui fonctionne. On n'est pas encore dans la phase d'optimisation du modèle industriel qui va se faire au fil de l'eau, très clairement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment dans un modèle start-up. Et c'est cette machine qui vous permettra de développer les nouveaux marchés que vous évoquiez tout à l'heure ? Exactement. En particulier, elle a été mise au point aussi pour ça. Oui. Donc, comment ça se passe ? Comment on met au point une machine-outil ? Parce qu'on est véritablement sur une machine-outil. On arrive... en disant, fait son marché. Moi je veux qu'on me découpe des microfibres de 40 par 60, débrouillez-vous et organisez-moi ça, c'est ça ? Ouais. Alors d'abord, c'est une collaboration qui a été faite donc avec une société donc de développement de machines-outils. On a également travaillé avec une société de conseil et des ingénieurs
avec qui il y a eu donc en fait un formalisme entre guillemets de cahier des charges qui a été réalisé à plusieurs seul projet sur lequel on a été aidé par la région, puisque le projet de relocalisation lui n'a absolument pas été aidé par la région, et puis un ingénieur textile, puisque je l'ai découvert depuis 2 ans, le textile est une matière vivante. Ah oui. Il faut s'en méfier. C'est une blague, mais c'est une matière qui est très qui évolue, bien sûr. Puisque c'est une matière molle, et donc quand on la déplace, elle n'a pas toujours, en fonction de l'hydrométrie, etc. La même réaction. La même réaction, et de ce qu'on pourrait attendre. Bon, en tout cas, un marché qui est assez passionnant. Il a explosé avec la période Covid, bien sûr. Depuis, on est revenu à des étiages un peu plus raisonnables. Et c'est aussi un marché qui nécessite de forts arbitrages de la part du consommateur. J'imagine que tout ça, on y est très attentif. Oui, alors la difficulté qu'on a sur notre marché, c'est que le consommateur, lorsqu'il va acheter... Alors déjà, le consommateur n'a jamais sur sa liste de courses acheté une microfibre, un balai, un seau. Voilà, ça c'est un constat qu'on a. Donc le consommateur va rentrer dans un magasin et en passant devant un rayon, va dire « Ah oui, j'ai besoin de tel ou tel produit ». La difficulté qu'on a, c'est que, à part la fée du ménage, il y en a quand même beaucoup, le consommateur va acheter le produit qu'il va trouver dans le rayon au moment où il va faire ses courses. En revanche, si le produit n'est pas bon, il n'y aura pas de réachat. C'est ça. Donc voilà, c'est là où on essaye de convaincre nos acheteurs en grande distribution de dire le prix, c'est bien, le rapport qualité-prix, c'est beaucoup mieux. Et alors, on entendait dans le reportage que c'était très important de toucher le produit dans les rayons. Oui. Ça, alors. Comme on a eu cette baisse de qualité au fil des années, alors la microfibre en est un exemple frappant. Oui, parce qu'il y a microfibre et microfibre, soyons clairs. Parce qu'il y a microfibre, alors on en aurait, je pense, à peu près pour... On ne va pas être trop technique, mais enfin bon, voilà. Ceux qui font le ménage comprennent. Voilà, ceux qui font le ménage comprennent. Moins on montre le produit, moins on sait ce qu'on achète. Bien sûr. Et on a quand même, malheureusement encore aujourd'hui, 70% de femmes qui achètent les produits de ménage. On a beaucoup de faits du logis, et ça on en est très heureux. Les personnes qui achètent ont besoin d'un produit efficace. Alors après, c'est par l'utilisation qu'ils vont mesurer l'efficacité, c'est pas au moment de l'achat. Mais déjà, le fait de toucher le produit, effectivement, permet de se rendre compte de la Ça va dans le bon sens par rapport à la suppression de l'emballage plastique aussi. Mais avec c'est l'emballage plastique, on ne pouvait pas toucher. Mais c'est exactement ça. Mais en revanche, je peux vous assurer, quand on a entamé cette démarche en 2020, on a eu un réel frein de nos distributeurs qui disaient « mais on a toujours mis ces produits en emballage plastique, ça les protège de la poussière, en même temps, c'est fait pour prendre de la poussière ». Et il a fallu véritablement les convaincre. Aujourd'hui, je suis très heureuse que ce pas et que cet élan soit pris dans la grande distribution. En termes d'éco-conception des produits, je peux vous assurer que ce n'est pas simple, parce que même les pinces à linge, on leur a supprimé leur emballage plastique. Oui. Ça n'avait pas grand sens d'en avoir un, il faut être clair. Ça n'a pas grand sens d'en avoir un, mais je peux vous assurer que sur le plan industriel, c'est une vraie réflexion pour adapter des outils industriels qui vont permettre de fabriquer les produits de la façon dont on veut les faire fabriquer. Bon, des marchés passionnants. Alors, je n'ai pas le marché de la pince à linge, mais alors les balais, les lingettes, 90 millions d'euros chaque année en France. Les balais, accessoires de balayage, 135 millions d'euros. On achète pour 33 millions d'euros de serpillières, 200 millions d'euros d'éponges et de tampons à récurer. Enfin, c'est un marché qui vous ouvre ses bras, et on est très heureux en tout cas d'avoir découvert votre entreprise Remue Ménage. Merci. Et votre marque Big Bros. Merci beaucoup, Cécile Mancret. Belle entreprise. Belle entreprise et beau défi. J'aime bien la terminologie de start-up. Start-up, on pense toujours que c'est des choses dans la high-tech, etc. Et en fait, il y a des start-up du quotidien, et je trouve que c'est aussi assez réjouissant. Merci en tout cas d'être venu nous présenter cette entreprise Remue Ménage. Merci beaucoup François. On se retrouve bien sûr le mois prochain. Plaisir. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur Internet, télégrenoble.net. À très vite.
C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.